Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le nouveau visage du Sénat, les présidences de commission sur le point d'être attribuées. La socialiste Michèle André prend la tête de la commission des finances. Le sénateur UMP Philippe Bas, les lois Hervé Maurey, le centriste, sera en charge du développement durable. Le détail dans ce journal. La nouvelle affaire de Nicolas Sarkozy, d'après les révélations du journal Le Monde, la justice enquête sur d'éventuelles rétrocommissions lors de contrats de vente d'hélicoptères signés sous son quinquennat en 2010 avec le Kazakhstan. La nouvelle menace de Bruxelles, la Commission européenne serait prête à censurer le budget français si le gouvernement ne trouve pas 8 milliards d'euros d'économies ou de recettes supplémentaires. Débat à suivre dans cette édition. Mais avant de dérouler tous ces titres, Manuel Valls, le Premier ministre, a redit l'opposition de la France à la gestation pour autrui, tout en assurant que la réflexion engagée sur le cas des enfants nés de GPA à l'étranger et vivant en France allait se poursuivre le temps nécessaire. Il répondait ainsi à une question de la députée Europe Écologie Les Verts, Véronique Massonneau. On l'écoute, c'était cet après-midi lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Pour le gouvernement, pour le président de la République, ce débat est tranché. Et il est tranché depuis le début du quinquennat. La France est opposée à la GPA parce qu'elle est opposée au nom de ses valeurs, au nom du progrès et de l'humanisme, à toute forme de commercialisation des êtres humains et d'expérimentation en ce domaine. Et en disant cela, Madame la députée, je n'ignore pas la souffrance de ceux qui voudraient tant transmettre et je ne nie pas le désir d'enfants inassouvis. Je vous le disais en titre, on connaît désormais le nouveau visage du Sénat. L'ancienne ministre PS, Michèle André, qui sera notre invitée dans un instant, sera la future présidente de la commission des finances du Sénat. De son côté, le groupe UMP a choisi au poste stratégique de rapporteur général du budget Albéric de Montgolfier, sénateur d'Eure-et-Loir. Retour sur cette journée qui a forcément fait des déçus avec Quentin Calmet et Tam Tranui. Première réunion de groupe depuis le renouvellement du Sénat. Vivement que l'installation soit terminée, vivement qu'on se mette vraiment au travail, mais c'est un passage obligé. Il faut le faire, on le fait dans la bonne humeur, dans la joie, avec un groupe rassemblé. Un groupe rassemblé au grand complet pour choisir ses représentants au bureau du Sénat, autour de Gérard Larcher. Dernière négociation, les sénateurs du groupe s'isolent pour voter. Je n'ai pas voté pour toi. À huis clos. Résultat, Albéric de Montgolfier devient rapporteur de la commission des finances. C'est une tâche qui n'est absolument pas un honneur. Je crois que c'est un travail très ingrat, surtout avec le budget qui nous attend, un budget qui va être extrêmement difficile. Nous sommes désormais un Sénat qui est un Sénat dans l'opposition. Être dans l'opposition, c'est pas détruire, détricoter tout ce qui se fait de la part de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est aussi proposer une autre vision. Candidat malheureux au plateau, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin hérite quant à lui de la Commission des Affaires étrangères. Il n'y avait pas d'autre candidat. Je suis heureux que mon groupe m'ait en effet soutenu. Philippe Bas prend la tête de la Commission des lois. Nous allons conjuguer un travail technique de qualité qui est la marque du Sénat, avec une très forte ambition politique de parler en faveur de l'alternance par des démonstrations concrètes que seront nos votes et les textes que nous adopterons. Jean-Claude Lenoir hérite quant à lui de la Commission des Affaires économiques et Jean-Claude Gaudin d'un poste de vice-président du Sénat. Même processus chez les socialistes, mais moins d'enjeux. C'est la Commission des finances, la seule présidée par un sénateur de gauche qui aiguise les appétits. Finalement, Michèle André obtient le poste. Les socialistes ont choisi mon nom, et bien je suis fier et je les remercie beaucoup. Elle a été préférée à l'ancienne ministre Nicole Bricq, moins consensuelle. 3 autres socialistes obtiennent une vice-présidence aujourd'hui, Françoise Cartron, Jean-Pierre Caffet et Claude Berry-Débat. Enfin, 2 des 3 questeurs du Sénat ont été choisis, Bernard Sauger pour l'UMP et Dominique Bailly pour les socialistes. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors vous avez suivi toute cette journée d'élections dans les groupes. Le PS, l'UMP et les communistes ont désigné leurs candidats au poste clé du Sénat. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle distribution des cartes? Écoutez, on sent comme un vent de renouveau et pourtant c'était pas forcément bien parti. Mais il faut dire qu'avec la réélection de Gérard Larcher au plateau, lui qui a été président du Sénat de 2008 à 2011, on n'en était pas sûr. Et finalement, Larcher 2 ne ressemblera pas à Larcher 1. Alors,
Le symbole de tout ça, c'est tout de même le grand bouleversement à la commission des finances du Sénat, où la socialiste Michèle André, ex-vice-présidente, devient présidente de la commission. Et puis c'est l'UMP Albéric de Montgolfier qui devient, lui, rapporteur. Et cela alors qu'il y avait des poids lourds qui s'étaient présentés, Nicole Bricq ou encore Philippe Marini, qui tous deux avaient été rapporteurs et présidents de la commission des finances. Alors ces élections internes en elles-mêmes sont des nouveautés internes. Et oui, ça, tous les sénateurs nous l'ont confié, nous l'ont confirmé à droite comme à gauche. Il y a 3 ans, ils avaient une liste présentée par le président de groupe et ils devaient juste adouber les candidats. Et tout ça était un petit peu opaque. Cette fois-ci, tout a changé. C'est un vrai vote, un exercice démocratique. Chaque candidat s'est présenté pendant quelques minutes pour convaincre ses collègues, un mini grand oral. Et puis tous ont voté à huis clos. Et puis la parité également a été un petit peu mise en avant. Par exemple, au niveau du groupe UMP, les sénateurs avaient le choix. Ils avaient seulement le choix entre un vice-président homme et une vice-présidente femme. En l'occurrence, ça a été Jean-Claude Gaudin, c'était assez attendu. Et puis Isabelle Debré. Petit bémol toutefois, là où la parité n'était pas obligatoire, ce sont souvent des hommes qui ont été élus. Comme quoi, on ne change pas tout non plus d'un coup de baguette magique. Alors finalement, Tam, les grands déçus ce soir, ce sont les habitués au poste à responsabilité qui étaient jusque-là reconduits d'année en année. Et oui, et Philippe Marini, par exemple, s'est éclipsé dès la réunion avant la fin, avant que les autres sénateurs sortent, avant même de connaître les résultats. Il devait anticiper. Cette défaite pour lui qui a été 16 ans durant rapporteur de la commission des finances, puis président de la commission des finances, c'est vraiment l'emblème de ce changement de génération. Et puis c'est aussi un coup de massue pour celui qui était il y a quelques jours encore candidat au plateau. Merci beaucoup Tam. Et puis on connaîtra demain les candidats du groupe UDI-UC du Sénat. Une proposition de loi a été déposée par la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Objectif de ce texte qui sera présenté le 9 octobre à la Commission de la Culture. Conforter, je cite, le statut juridique des rédactions pour protéger les journalistes d'éventuelles pressions en leur donnant la possibilité de réagir sur le terrain du droit. On l'écoute au micro de Jonathan Tessier. On est quand même là pour compléter l'arsenal juridique quand il est nécessaire. Et je crois que c'est une vraie nécessité de protéger la rédaction en tant que telle. On voit bien ce qui peut se passer aujourd'hui avec LCI, avec Libé, avec Rue 89 et beaucoup d'autres titres pour lesquels les rédactions sont ni informées ni protégées. Donc j'espère que ce texte va connaître sa vie normale parlementaire au sein de la Commission des affaires culturelles. Les radicaux de gauche en colère contre le Parti socialiste, ils menacent de quitter la majorité si de nouvelles règles du jeu ne sont pas édictées. Reportage au groupe RDSE du Sénat, Cécile Sixou. Première réunion du groupe RDSE ce matin, après leur défaite au sénatorial. Et avec 4 sièges en moins, mais aussi l'échec de leur figure emblématique Jean-Michel Baillet, les sénateurs du Parti radical de gauche sont amers. Je réponds quand j'ai envie de répondre, c'est clair. Et visiblement, ils sont remontés contre leurs alliés socialistes. On ne peut pas dire quand même qu'aux élections, on a toujours été soutenus de manière très forte et ferme. Bon. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même eu des pertes et qu'on aurait pensé qu'avec les accords que nous avions, on pouvait dans certains départements, je pense à l'Eure-et-Loire par exemple, avoir un élu sénateur. Du coup, quitter le navire majoritaire, les membres du Parti radical de gauche au Sénat y pensent. Nous verrons comment les choses se passent lorsque nous aurons fait un travail en commission, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes dans la mise en place. Donc toute position que nous pourrions prendre pourrait être démentie demain. Ne plus soutenir le Parti socialiste au Sénat ni à l'Assemblée nationale, voire même quitter le gouvernement, les avis au sein du groupe radical au Sénat sont divisés. Je ne connais pas vraiment les causes qui expliqueraient qu'à quelques jours d'intervalle, on entre dans un gouvernement, on donne sa confiance au gouvernement et qu'on en sort. C'est au PRG qu'il appartient d'en décider. En décider, demain, ils devraient se mettre d'accord sur une position lors de leur bureau national. En attendant, en coulisses, Jean-Michel Baillet est à la manœuvre. Reçu de manière informelle par François Hollande et Manuel Valls cet après-midi, ils devraient renégocier les bases de leur soutien. 24h Sénat, tout de suite, l'invité.
Et notre invité ce soir, Claudie Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des départements de France, l'ADF, qui tenait aujourd'hui son bureau à quelques semaines du congrès qui se tiendra à Pau au mois de novembre. Alors on imagine que le bureau a été marqué par la réforme territoriale qui est dans tous les esprits. Est-ce qu'il y a une position qui a évolué sur notamment les propositions faites par Manuel Valls qui, après avoir envisager la suppression des départements en 2020 a proposé 3 options pour conserver 3 échelons différents du Conseil général. Cet après-midi, nous avons tenu une réunion de bureau et il y a eu un vote solennel sur un texte que j'ai présenté, une plateforme concernant la réforme des collectivités territoriales, et ce texte a été voté à l'unanimité de tous les membres du bureau, quelle que soit leur sensibilité politique. Et que contient-il ce texte, Claudie Le Breton ? Ce texte, d'abord, il part d'une position de principe qui répond à votre observation. Le conseil départemental qui sera élu en mars prochain vivra jusqu'en 2020, puisque le président de la République a dit pour supprimer les départements, il faut une révision constitutionnelle. Le Premier ministre a annoncé pour l'après 2020 la fédération des intercommunalités, le modèle lyonnais dans les métropoles et le maintien du département mi-rural. Il veut que nous en discutions, mais c'est la préparation d'un nouveau texte à venir. Aujourd'hui, nous avons 2 objectifs à travers ce texte. C'est de discuter de la loi Nouvelle organisation territoriale de la République et les éventuels transferts de compétences vers les régions. Et le deuxième enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est incontestablement la loi de finances 2015. Alors justement, cette loi de finances de 2015, avec cette baisse des dotations pour les collectivités, quelle est la position de l'Assemblée des départements de France ? L'Assemblée des départements de France, il faut le dire aux téléspectateurs, les conseils généraux ont une compétence essentielle, c'est le financement de la cohésion sociale, les solidarités, des allocations pour les personnes âgées, retraitées. Le RSA, l'APA, l'allocation personnalisée. Et puis c'est aussi toute l'action sociale, la protection de l'enfance, des compétences qui ne sont pas toujours connues et qui représentent 38 milliards d'euros. Et aujourd'hui, vous savez qu'avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre d'alors, nous avions signé un accord le 16 juillet 2013 qui permettait aux départements de percevoir à peu près, avec des DMTO, 2 milliards d'euros pour pouvoir financer les allocations. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle négociation avec le gouvernement pour la loi de 2015 et on voit bien qu'on demande aux départements 1,2 milliard d'euros alors que l'an dernier, on a trouvé une solution. Donc on est en discussion pour trouver là aussi des solutions sur le financement de la cohésion sociale et discussion sur... Et quelles sont les pistes qui peuvent être envisagées sur l'investissement public. Oui. Est-ce que les départements ne doivent pas non plus un peu contribuer à cet effort de redressement des comptes publics Les départements sont prêts à contribuer. Depuis 2002, date des lois sur le social, l'APA de Lionel Jospin à l'époque, eh bien, nous avons économisé sur nos ressources propres, tenez-vous bien, 48 milliards d'euros pour financer les allocations et la cohésion sociale. Donc nous avons été exemplaires sur le sujet. Mais aujourd'hui, on veut que le financement de la solidarité soit assumé en partie par l'État et en partie par les collectivités départementales. Et nous pensons que la croissance aujourd'hui des allocations qui est d'1 milliard d'euros supplémentaires, qu'au moins le gouvernement en prenne une large part et qu'on puisse aussi discuter de la péréquation financière entre les départements modestes et les départements riches. Alors, autre thème qui a été abordé aujourd'hui lors du bureau, ce sont les assises de la ruralité. Qu'en est-il exactement, Claudie Le Breton ? Alors, les assises de la ruralité, il ne faut pas que ce soit, je veux dire, pour le gouvernement, simplement une opportunité ou un gadget. Et il y a autour de cette question moi, ce que j'appelle les nouvelles ruralités, parce que ça peut avoir plusieurs caractères. Eh bien, le gouvernement qui parle souvent des métropoles, des grandes régions, il faut avoir le souci aussi de ces millions d'habitants qui habitent dans les territoires ruraux, qui doivent avoir non pas une réponse institutionnelle dans un premier temps, mais c'est quel modèle économique nous voulons porter sur ces territoires ruraux, dont beaucoup sont dynamiques, très innovants, travaillent sur les circuits courts, sur une nouvelle économie, de nouvelles solidarités, et c'est bien qu'on puisse avoir des temps pour en parler avec le gouvernement. Eh bien, merci Claudie Le Breton d'avoir été notre invitée ce soir. Rendez-vous est pris pour le congrès de l'ADF à Pau, c'est au mois de novembre prochain. Merci à vous. Merci, bonsoir. La transition énergétique en débat à l'Assemblée nationale. Socialistes et écologistes ont travaillé main dans la main en commission, mais il reste encore des désaccords. Le texte devrait arriver très prochainement au Sénat. Les enjeux de ce projet de loi avec Stéphane Beaujard et Thibaut Péry. C'est le projet phare de l'automne, la loi sur la transition énergétique. Objectif principal, réduire de 50% la consommation d'énergie française d'ici à 2050. Pour y parvenir, la loi encourage la rénovation des bâtiments aux normes basse consommation et le développement des transports plus propres avec la mise en avant de l'électrique et de l'hybride. Autre levier pour agir, les énergies renouvelables.
Elle représente aujourd'hui 15% de la production d'électricité. Cette part doit doubler en 2030. Des décisions qui vont dans le bon sens pour les parlementaires verts. C'est une loi qui, pour la première fois, remet la planification énergétique au cœur de l'appareil d'État, avec une visibilité, une programmation pluriannuelle à 10 ans, du débat collectif. Pourtant, un point reste flou, le nucléaire. Avec 58 réacteurs, la France est le deuxième producteur mondial. La loi prévoit un passage de 75 à 50% de la production d'énergie nucléaire d'ici à 2025. Mais rien sur les fermetures des centrales, notamment celle de Fessenheim, un manque de visibilité qui agace au sein du parti écologiste. C'est une déception que Fessenheim ne soit pas encore fermé, c'est sûr. C'était une promesse. On sait que le lobby d'EDF est extrêmement fort, mais encore une fois, il faut expliquer qu'en fermant Fessenheim, on économise de l'argent, parce qu'en fait, si on le renouvelle, si on l'améliore, si on la rénove aux normes de sécurité actuelles, c'est un gouffre financier, et pendant ce temps-là, elle est dangereuse. Le coût de l'ensemble des mesures est estimé à 10 milliards d'euros. Les débats autour des 64 articles vont se poursuivre toute la semaine. Vote solennel le 14 octobre à l'Assemblée, avant d'atterrir au Sénat pour une seule lecture. 24 heures Sénat, le débat. Le projet de loi de finances pour 2015 va-t-il être retoqué par la Commission européenne? Bruxelles presse Paris de revoir sa copie, même si Manuel Valls assure que l'Union ne peut pas rejeter le budget de la France. Les explications de Ilioné Schulz. 8 milliards d'euros, c'est le montant divulgué ce matin dans la presse, une somme correspondant aux économies que le gouvernement pourrait devoir trouver, tout ça pour apaiser les foudres de Bruxelles. Car contrairement à ce qu'elle avait promis, la France ne devrait pas respecter ses engagements. Elle annonce un déficit de 4,3%, loin des 3 promis il y a 2 ans. Pourtant, le budget 2015 prévoit déjà 21 milliards d'euros d'économies, pas question donc d'aller plus loin. Au moment où nous amorçons la baisse des impôts, vous croyez qu'on va aller dire maintenant « Ah bah bien, finalement, on va les augmenter ». Non, ce serait incohérent. Pour justifier ces mauvais résultats, la France invoque des circonstances exceptionnelles. Un argument qui passe de moins en moins auprès des autres pays, notamment ceux qui ont consenti d'importants sacrifices. Pourtant, devant les députés cet après-midi, Manuel Valls reste ferme. Nous pensons qu'avec les choix que nous faisons pour les entreprises et pour la croissance, c'est le budget qu'il faut à la France. De toute façon, la Commission européenne ne peut pas, le ministre des Finances l'a encore rappelé ce matin, ne peut pas rejeter. Non, mais elle peut à terme infliger une amende, soit 4 milliards d'euros. Inflexibilité côté français, lassitude à Bruxelles, se dirige-t-on vers un clash? L'hypothèse est peu probable. José Manuel Barroso, tout comme Jean-Claude Juncker, préféreraient soigner leurs sorties et entrées respectives à la tête de la Commission. Le mauvais élève, comme ses camarades, a jusqu'au 15 octobre pour rendre sa copie. Et on ouvre le débat avec nos invités ce soir. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Bas-Rhin, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Michèle André, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme et future présidente de la Commission des finances du Sénat. Félicitations et merci d'être avec nous. Ma première question s'adresse à vous, Michèle André. Est-ce que c'est une menace à prendre au sérieux, cette censure, ce rejet probable par Bruxelles du projet de budget de la France? Voilà plusieurs années que nous devons faire passer nos projections, nos projets par Bruxelles. C'est nouveau, c'est des choses qui se mettent en œuvre peu à peu, qui parfois sont plus aisées que d'autres. Lorsqu'on a plus de croissance, on a moins de difficultés, certes. Et lorsque le chômage s'installe comme il l'a fait, nous voyons bien que nous avons un conflit complet. Alors, je pense que l'Europe, elle évolue beaucoup, depuis toujours avec des morceaux de crise qui sont la France est dans le plus ou déni, moins puisqu'on montés. a l'impression, quand on entend encore Manuel Valls qui dit, eh bien non, ce n'est pas possible, qui prend peut-être ces menaces de Bruxelles. La question, c'est s'il faut supprimer des postes de fonctionnaires, c'est qui? C'est des infirmières, des institutrices, des policiers, des gendarmes. Voilà, moi je pense qu'il faut être attentif. Il faut être sérieux et effectivement tendre vers cet objectif, mais je pense que le délai, sans doute, doit être difficile. Puis moi, je me souviens, je ne veux pas agresser ma collègue Fabienne Keller, mais je me souviens qu'en 2007, entre 2002 et 2007, le président de la République était allé à Bruxelles pour dire « moi, je ne respecterai pas ».
Donc le dérapage, il a commencé il y a longtemps. Je pense qu'on a besoin de retrouver un espace, peut-être collectivement, tout français, tout politique réuni. Réagissez, c'est pas une agression, mais bon, une petite remarque quand même sur ce déficit budgétaire, effectivement, que la France traîne comme un boulet depuis des années. Absolument. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Et la France est de plus en plus isolée en Europe. C'est le seul pays dont les critères principaux de chômage, de déficit budgétaire s'aggravent et se détériorent simultanément. Cela nécessite des efforts réels. Par exemple, sur la réorganisation indispensable de l'État. Il faut faire un travail de fond, il faut trouver des économies. On a beaucoup décentralisé, il faut donc économiser sur l'appareil d'État. Il ne faut pas non plus afficher des chiffres comme les 21 milliards d'économies qui ne sont pas documentés. On ne sait pas comment ces économies seront réalisées. Et donc, c'est la crédibilité de la France qui a été affaiblie. Vous l'avez démontré dans votre reportage, la croissance, le déficit budgétaire, qui finalement est bien plus important que prévu. Donc, nous devons tenir compte du fait que les économies européennes sont intégrées aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir une stratégie distincte des autres États membres, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, parce que les travailleurs se déplacent. Donc, faire le bras de fer avec Bruxelles, je crois qu'il faut aussi respecter le regard et l'analyse de la Commission qui sent que la France s'enfonce et nous devons entendre ce message. Michel André, effectivement, il y a cette question aussi du crédit, de l'image de la France. On voit bien que Manuel Valls, qui fait la tournée européenne de ses homologues, eh bien, a du mal à convaincre de relancer la croissance. Est-ce que par rapport juste à une visite, un moment, un affichage, une manière de dire qu'on aime les entreprises, on peut juger de comment se fait le crédit et le tricotage fin des relations du gouvernement français avec les autres gouvernements? Je pense que ça demanderait un peu plus de temps sans doute et un peu plus d'analyse sur des questions complexes. Certes, nous devons aller dans le même sens, mais on a du certainement... mal à convaincre, hein. On voit encore un autre exemple avec Pierre Moscovici qui a eu du mal à convaincre lors de son audition, et bien aussi mais on peut que la France était un l'entendre, bon élève. Ou alors on peut dire, mais je ne sais pas si cette histoire d'élève, bon élève, mauvais élève n'est pas une manière de considérer la question qui est curieuse et infantile. Alors, isolement de la France, disait les pays Fabienne ne sont pas Keller, des élèves et je considère que dans les graves crises, celle de la Grèce, celle du Portugal, de l'Espagne, qui globalement est toujours un peu en difficulté, admettons-le, on a pu penser qu'il y avait des outils à mettre en œuvre dont peut-être la France aujourd'hui peut s'emparer pour essayer de limiter les dégâts. Je crois que c'est vraiment pas un match contre Bruxelles. C'est une situation très difficile dans laquelle est la France, il faut la regarder en face. Attention aux mauvaises solutions. Je pense par exemple à la baisse des dotations des collectivités locales. 11 milliards sur 3 ans. On peut penser qu'il y aura un effet boomerang, c'est-à-dire que ces sommes non versées aux collectivités, c'est moins d'investissement, donc moins d'impôts sur les sociétés, moins de cotisations sociales. On peut estimer à 4 ou 5 milliards la perte la même année, et sur le RSA et les aides sociales, puisqu'il y aura des chômeurs en plus, autant sur les années suivantes. Donc c'est pas une bonne économie, c'est une économie de fonctionnement pour l'État. Où est-ce qu'on fait des économies, Fabienne Keller ? Sur la structure de l'État, sur un certain nombre de dispositifs qui sont à guichet ouvert, qu'il faut analyser sereinement. Et je crois que le Sénat a cette responsabilité particulière de faire un travail de fond. Alors justement, c'est la nouvelle présidente de la Commission des Finances. Comment vous allez travailler ? Oui, mais par exemple sur les aides sociales, dont les montants pour l'État, mais aussi pour les départements, ne cessent d'augmenter très fortement, alors qu'en parallèle, la pauvreté augmente aussi. Regardons et faisons des choix. La difficulté financière dans laquelle est la France aujourd'hui l'impose. Et puis évitons les arbitrages politicards. Il y a un excellent article aujourd'hui de M. Piketty, socialiste, dans Libération, qui décrit le CICE. Cette aide aux entreprises qui n'est tout sauf efficace. Au lieu de réduire les charges pour les entreprises, qu'elles puissent calculer ce que coûte un salarié si elles le recrutent, c'est un remboursement 18 mois plus tard des charges sociales supplémentaires réglées. Donc ça n'a pas d'effet, un rapport récent l'a montré, sur les embauches. Donc il faut aussi faire face avec courage, là où le gouvernement socialiste a trop souvent construit des compromis politiciens. À revoir pour faire des économies. Il est vraiment très tôt, et Fabienne Keller le sait bien, c'est dans la durée un peu qu'il faut évaluer. Évaluer le CICE aujourd'hui, ça n'est pas possible. Mais une première Donc il y a des choses qui fonctionnent,
dans certaines structures, on a eu des retours de grandes surfaces, par exemple, qui estiment qu'elles peuvent salarier un peu plus longtemps les salariés à temps partiel, que sont les femmes. Dans d'autres endroits, il y aura un choix d'investissement. Je pense qu'il est tôt pour évaluer aujourd'hui le CICE et la difficulté que nous avons. C'est bien, dans le temps long, comment nous adaptons les outils plus fins. C'est ça la difficulté. Mais elle n'est pas nouvelle cette année. Michel André, Fabienne Keller a dit aussi que ça serait au rôle du Sénat. Alors, en tant que nouvelle présidente de la Commission des Finances, comment... Jeudi, oui, attendez, jeudi. Futur, c'est quasiment fait, on va dire. Comment entendez-vous bien travailler dans un Sénat de droite? Mais j'ai déjà, moi, exercé des responsabilités de vice-présidente dans un Sénat où la majorité est à l'UMP. Je pense qu'il y a un respect entre nous suffisant. Et dans la commission, nous aurons la même chose. Et nous sortons d'un couple rapporteur général socialiste, président UMP. Et nous avons travaillé, nous avons avancé, nous avons amendé parfois. Et si nous n'avons pas adopté... Vous travaillerez avec l'UMP Albéric de Montgolfier, qui sera certainement rapporteur général du budget. Mais naturellement, parce que nous sommes appelés à travailler ensemble. Et si nous voulons corriger profondément un certain nombre de difficultés dans notre pays, nous avons intérêt à travailler ensemble. Fabienne Keller? Oui, écoutez, c'est tout à fait l'état d'esprit du groupe UMP auquel je participe, de la nouvelle présidence du Sénat, être une opposition constructive qui, par exemple, sur les dotations aux collectivités, essaiera de faire un travail positif, parce que je crois que c'est vraiment la fausse bonne solution qui pénalisera l'État lui-même. Et sur d'autres sujets, peut-être retrouverons-nous des clivages plus traditionnels. Vous y croyez vraiment à cette opposition constructive ou c'est juste une formule toute faite? Non, je crois que nous pouvons, c'est plutôt notre tradition au Sénat, essayer de trouver des axes stratégiques sur lesquels l'accord peut être plus large qu'un seul parti d'un côté ou de l'autre. Par exemple, sur la réforme indispensable de la fonction publique. Je pense qu'elle doit être ouverte, la fonction publique d'État, à la fonction publique territoriale et hospitalière. Ce n'est que dans la durée, sur 5 à 10 ans, qu'on pourra faire évoluer les choses. Pour cela, il faut construire un consensus pour que l'action publique soit conduite dans la durée. Michel André, sur cette formule, l'opposition constructive, c'est ce qu'a dit Gérard Larcher. Mais écoutez, à la suite de son véritablement, élection. si on est au Sénat depuis longtemps, c'est mon cas. Et Fabienne Keller et Salma, nous ne sommes pas des jeunes sénatrices. Nous avons de l'expérience. Nous savons bien, parfois, que l'amélioration sensible apportée par la Commission des finances sur les projets de loi de finances, quel que soit le président, quel que soit le rapporteur général, a été pour beaucoup dans la bonne qualité de la loi. Moi, mon regret, c'est que nous n'ayons pas adopté les 2 dernières années la première partie de la loi de finances qui ne nous a pas permis d'étudier la seconde. C'est très dommage. Le projet de loi de finances a plus de chances d'être adopté sous un Sénat bien à droite qu'un Sénat à gauche. C'est ce que vous dites, Michel André ? Quel que soit droite ou gauche, l'important c'est que le Sénat joue son rôle parce qu'en ne le faisant pas, il a donné l'impression qu'il ne servait à rien. Et c'est grave ici. Alors c'est intéressant puisque nous avons rejeté la première partie, c'est-à-dire en gros la fiscalité, les recettes du budget, ce qui ne nous a pas permis de débattre de la deuxième partie, c'est-à-dire les dépenses des ministères, donc les grandes politiques publiques. Ça ne se passera pas avec un Sénat à droite. Nous verrons. Cela dépend de l'ouverture du gouvernement pour prendre en compte les améliorations que proposera le Sénat, au premier rang desquelles le traitement des collectivités territoriales. Vous savez, les communes, nous sortons de campagne sénatoriale, ce sont des énergies sur les territoires. L'État est en train de les désespérer en tirant le tapis, en renonçant aux dotations, en transférant des compétences sans aucun financement. Donc il faut laisser les acteurs qui créent, qui s'investissent, donner toute leur énergie et trouver des économies durables et de fond. Il faut un bon budget, mais il faut un gouvernement. Il faudrait parler de tout. Là, Fabienne Keller parle des dotations. Oui. Mais les collectivités ont d'autres types de ressources. Oui, et on sait bien qu'il y a, des pourcentages en plus sur ces dotations. Voilà, donc regardons l'ensemble. Merci mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est la fin de cette édition. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.